Bonjour à tous et bienvenue sur Super Docteur. Si je vous dis un grain de raisin, une bille ou une cacahuète, peut-être que certains médecins d'entre vous, à l'esprit professionnellement déformé, penseront à l'inhalation de ces corps étrangers qui font parfois fausse route vers la trachée. Que se passe-t-il vraiment quand ces petits objets décident de prendre le mauvais chemin et de s'aventurer dans nos voies respiratoires? Que doit-on faire pour sauver la vie de la personne qui s'étouffe sous nos yeux? C'est une véritable urgence médicale qui peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Mais pas de panique, parce que j'ai avec moi aujourd'hui un invité de marque pour nous éclairer sur le sujet. Il m'a fait l'honneur d'être le premier invité du podcast, c'est Doc FX. Salut FX. Salut Mathieu. Alors comme d'hab, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on identifie rapidement une personne qui s'étouffe? Alors souvent il y a un contexte alimentaire quand même, hein. On est à table et il va y avoir un événement qui est souvent brutal, souvent une gêne respiratoire. La personne va commencer à se mettre à tousser, donc une quinte de toux. Et puis rapidement, associé à une agitation, hein, c'est que la personne ne reste, si elle est assise, elle va commencer à se mettre debout, à s'agiter. C'est un événement qui est à chaque fois brutal, hein. C'est pas la toux chronique du BPCO ou matinal. C'est voilà, il y a une sensation de malaise rapidement qui s'installe et la personne, elle sent qu'elle a du mal à respirer, voire qu'elle étouffe, voire qu'elle ne peut plus respirer, et elle va tout faire en fait pour vous le faire comprendre. Et c'est là où on va au final distinguer deux situations, l'obstruction partielle et l'obstruction totale. Et la différence entre les deux, c'est que sur une obstruction partielle, donc le corps étranger est dans une des deux bronches souches, donc ça veut dire que ça ventile mais partiellement, ou éventuellement dans la trachée, mais de sorte que le corps étranger laisse quand même passer un petit peu l'oxygène, donc ça ventile mais pas énormément. Donc il y a une gêne, et donc là ça va déclencher un réflexe de toux, donc la personne va se mettre à tousser de façon très importante, ou l'obstruction totale, et cette fois-ci on a l'oxygène, donc l'air qui ne passe plus du tout, et là il n'y a aucun son qui sort de la gorge de la personne. Donc là, la personne, elle va tout faire pour vous expliquer que le corps étranger coince, et de réflexe, elle va mettre les mains autour du cou et ouvrir la bouche en grand parce qu'elle va rechercher de l'air. Et par contre, là, vous n'aurez aucune toux, et ce qui permet vraiment d'être un élément inquiétant et d'alerter en fait sur la situation. Ok, alors quand on constate ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, sur l'obstruction partielle, lorsque la personne tousse, il y a, entre guillemets, pas d'urgence. C'est-à-dire qu'il faut surveiller que la personne continue à ventiler. Donc, il va falloir probablement quand même qu'elle aille à l'hôpital, parce que le corps étranger, il est assez bas. C'est rare qu'il soit expulsé tout seul, et que la plupart du temps, il faut aller le rechercher par une fibroscopie bronchique. Donc, souvent, nous, aux urgences, c'est les pneumos qui le font. Ils viennent avec un fibroscope et ils vont aller rechercher avec une caméra et une pince ce corps étranger. Et en attendant, il faut laisser la personne assise, surveiller qu'elle continue à tousser, éventuellement la rassurer au maximum parce que c'est une situation qui est assez anxiogène. Et on peut avoir l'envie ou le réflexe de taper, de mettre des claques dans le dos, alors qu'il faut éviter parce qu'au contraire, on peut déplacer ce corps étranger. Dans une obstruction partielle, cliniquement, les gens sont plutôt pas mal. Ils peuvent continuer à parler, ils peuvent tousser, ils peuvent être... Alors, oui, ils peuvent être pas mal, mais des fois, ils peuvent être mal aussi, hein. Ils peuvent vraiment avoir des grosses quintes de toux, à tel point qu'ils sont presque cyanosés, avec une toux qui est très importante, et ça peut être très anxiogène, et on a envie de faire quelque chose. Et surtout, vous êtes à côté, il y a les proches qui disent mais t'es docteur, fais quelque chose. J'imagine que c'est une situation qui est anxiogène aussi, alors que tant que la personne vraiment continue à tousser, il faut la rassurer parce que ça veut dire qu'il y a de l'air qui passe encore. Donc, si la personne tousse, on la laisse faire. Oui. Ok. Et si elle ne tousse pas, donc j'imagine que l'obstruction est complète, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc là, c'est la situation gravissime, parce que là, le risque, c'est de assez rapidement faire un arrêt cardio-respiratoire par manque d'oxygène, donc un arrêt respiratoire. Et donc là, il va falloir rapidement réussir à éjecter le corps étranger avant même, enfin, quelqu'un peut appeler les secours, mais si on est tout seul, avant même d'appeler les secours, avant même d'appeler le 15, il faut quand même tenter ces gestes tout de suite. Et le premier geste, c'est les claques dans le dos. C'est d'aller mettre de façon vigoureuse des claques fortes entre les deux omoplates, très fortes même. Il faut vraiment, faut pas avoir peur d'aller trop fort. L'objectif, c'est d'aller déclencher un réflexe de toux, et qu'en tapant fort, donc de réussir à déclencher ce réflexe, et après, dans un deuxième temps, d'éjecter le corps étranger. Donc ça, on peut le faire une fois, deux fois, éventuellement, on peut aller jusqu'à 5, et si au-delà de 5, il y a toujours pas de réaction, et ben dans ce cas-là, on alterne, on passe avec la fameuse méthode de Heimlich qu'on voit, on a déjà vu dans les films, où on va se mettre derrière la personne, et avec les deux mains au niveau du creux épigastrique, d'aller enfoncer les mains dans le creux épigastrique et de soulever vers le diaphragme pour aller faire un effet piston
et éjecter le corps étranger. Et on peut aller jusqu'à 5 fois également. Et au final, on alterne 5 claques dans le dos et 5 manœuvres de Heimlich jusqu'à ce que, il y a deux possibilités. Soit la personne, elle éjecte le corps étranger et tant mieux. Soit elle n'éjecte pas. Et dans ce cas-là, très très vite, elle va passer en arrêt cardio-respiratoire. Ok, donc en fait, obstruction totale, il n'y a plus de son, il n'y a pas de tout. On commence par des claques vigoureuses entre les deux omoplates. 1, 2, 3, jusqu'à 5. C'est S'il n'y ça. a pas de réaction, on fait la manœuvre d'Heimlich, c'est-à-dire qu'on se met derrière le patient, on l'enserre avec ses bras, on ferme le poing, on le met sous le sternum et on vient soulever en appuyant en arrière et en haut sous le sternum du patient. C'est ça. Donc en fait, les deux méthodes marchent aussi bien l'une que l'autre, mais de préférence, on commence toujours par les claques dans le dos parce que c'est plus facile à faire et que pour avoir une méthode de Heimlich efficace comme les claques dans le dos, il faut bien savoir la pratiquer. Et souvent, la manœuvre de Heimlich, c'est pas une manœuvre qu'on fait tous les jours, voire qu'on fait jamais, qu'on n'a jamais fait de sa vie, même sur quelqu'un de vrai. Et le jour où on a besoin de le faire, c'est sur une situation réelle. Donc c'est pour ça que on privilégie vraiment les claques dans le dos qui sont plus efficaces car beaucoup plus simples et aussi un peu moins traumatisantes pour les gens. D'accord. Donc, si les claques marchent pas, on passe à la manœuvre d'Heimlich, et puis on peut alterner comme ça Il les faut deux alterner, méthodes. ouais. Alors, jusqu'à quand on fait ça? Parce que j'imagine qu'à un moment, il va y avoir un arrêt cardio-respiratoire par manque d'oxygène. Quand est-ce qu'on décide de débuter une réanimation cardio-pulmonaire? Lorsque la personne perd connaissance. À partir du moment où, de toute façon, il y a une perte de connaissance, ça veut dire que c'est une perte de connaissance liée au manque d'oxygène. Donc, on est en début d'arrêt cardio-respiratoire, en fait. Donc, à Ok. partir du moment où la personne, si elle est assise, elle s'effondre par terre ou qu'il n'y a plus de réaction ou que, voilà, et qu'il n'y a plus de simulation, là, ça sert plus à rien d'essayer de lui faire des manœuvres de Heimlich allongé par terre ou des claques dans le dos allongé par terre. Là, il faut, si c'est pas déjà fait, il faut appeler le 15 et puis débuter le massage cardiaque le plus tôt possible. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer comment on fait si c'est une femme enceinte ou un patient obèse, par exemple? Ah oui, alors ça, c'est la petite particularité, c'est que, alors tu voulais dire pour la méthode de Heimlich, je suppose, parce que, en effet, c'est difficile d'aller comprimer au niveau du creux épigastrique. Donc là, on va les comprimer directement sur le sternum, en encerclant de la même façon la personne, en se mettant derrière, et puis en mettant nos bras sous ses aisselles et de venir l'encercler et aller faire une manœuvre de compression au niveau du sternum. Mais c'est sûr que c'est quand même moins efficace que la méthode classique en épigastre, mais c'est ça ou rien en fait. Donc, Et donc, ça marche aussi chez les gens obèses? oui, c'est la même façon, c'est exactement la même chose. D'accord. Et chez les enfants? Alors chez les enfants, c'est le même scénario. C'est 5 claques dans le dos et 5 manœuvres de Heimlich. C'est fait de la même façon pour que ça soit le plus simple possible. Parce que dans l'urgence, les gens ne savent jamais. Dans l'urgence, on se souvient plus comment faire. Donc c'est vraiment simplifié au maximum pour que lorsqu'on a besoin, on est le plus efficace possible. Est-ce qu'il y a des risques à réaliser la manœuvre d'Heimlich? Après, les risques, éventuellement, ils peuvent être traumatiques dans le sens où des fois, oui, il peut y avoir des contusions abdominales ou pire, éventuellement une fracture costale si c'est vraiment très violent, mais bon, c'est toujours moins grave qu'un arrêt cardio-respiratoire. Faut pas se poser la question, quoi. Il faut y aller. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on est seul et qu'on s'étouffe? S'il y a personne pour nous faire la manœuvre d'Heimlich ou nous mettre des claques? Alors, bonne question. C'est une question qu'on pose souvent et il n'y a pas de vraie réponse actuellement. C'est-à-dire qu'on peut pas faire d'études comme en médecine où on étudie sur 300, 500 personnes. Là, c'est que des retours d'expérience, on va dire, sur des gens qui ont survécu en faisant différents types de manœuvres. Et l'objectif, c'est d'essayer de reproduire au final un petit peu ces manœuvres-là, parce qu'au final, on peut pas, on sent qu'on va étouffer, mais on peut pas appeler. C'est compliqué. Ou le temps qu'on envoie un SMS, on aura déjà perdu connaissance. Donc les deux choses qui ont déjà les retours d'expérience un peu, c'est pour reproduire les claques dans le dos, c'est d'aller se taper violemment le dos contre un mur pour essayer de se déclencher un réflexe de tout. Donc ça paraît totalement improbable, mais bon, de se dire que en gros c'est ça ou c'est rien si on est tout seul. Donc voilà. Et la deuxième situation, pour la manœuvre de Heimlich, c'est d'aller se mettre contre un coin de table ou contre un coin de chaise au niveau du creux épigastrique pour essayer de reproduire cette manœuvre de Heimlich. Waouh. Donc ça paraît ultra violent et ultra difficile à faire, mais c'est difficile de s'imaginer dans la situation, mais de se dire qu'on est tout seul et on sait très bien que si on fait rien dans les 2 minutes, on est mort, quoi. Donc, si par bonheur, la victime que l'on voit sous nos yeux arrive à tousser le corps étranger, est-ce qu'il y a des étapes à suivre pour favoriser une ventilation ou alors est-ce qu'il faut le laisser faire? De toute façon, après quelqu'un qui a éjecté un corps étranger, la respiration va être assez rapide puis va se ralentir progressivement.
Après, c'est bien sûr de rassurer la personne, de dire ça y est, ça va mieux, aller respirer tranquillement, de rassurer la personne. Et puis après, bon, bah, bien sûr, si on a un stéthoscope, c'est de faire une auscultation pulmonaire, d'aller regarder quand même si on peut au fond de la gorge, voir s'il n'y a pas de lésions traumatiques visibles comme ça. Mhm. Et puis après, en fonction du corps étranger et de la lésion, bah, faut voir s'il y a besoin d'une petite surveillance à l'hôpital ou pas. Donc, quitte à en discuter avec le médecin du SAMU si besoin, en fonction du corps étranger. Voilà. Écoute, c'était super clair comme d'habitude, je te remercie infiniment. On te retrouve toujours donc sur Instagram, sur YouTube, c'est DocFX, tu fais des super vidéos de vulgarisation, plutôt destinées grand public je crois, hein. Oui, c'est ça. C'est vraiment destiné au grand public. L'objectif, c'est d'avoir des informations claires pour le grand public. En tout cas un grand merci, et puis tu reviens quand tu veux FX. Bah, merci Mathieu. Salut. Salut. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux me laisser une note de 5 étoiles sur ton application, ça m'aiderait aussi beaucoup. Tu peux également rejoindre la newsletter afin de recevoir une fois par mois un mail dans lequel je te transmets plein de contenu pour la médecine générale. Enfin, tu peux participer financièrement sur la cagnotte Tipeee. Toutes les ressources sont dans les notes de cet épisode. À bientôt!